Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 13e épisode de la saison 2 du Bistrot d'Alain LOSC, l'émission sur l'actualité du LOSC, réalisée pour et par les supporters. Alors, produit notamment par le site Alain LOSC et les dogs du net. Au sommaire ce soir, nous reviendrons sur l'actualité de la Ligue 1, Lille-Lyon, l'emprise du milieu. Ensuite, nous reviendrons sur le tirage un peu chaotique de la Ligue des Champions et Chelsea, donc le tiré à deux boules. Et enfin, nous dirigerons vers l'actualité du week-end prochain, un week-end Coupe de France. Lille recevra Auxerre. La question, faire tourner ou pas? Pour nous accompagner ce soir, nous avons des piliers du bistrot présents. Alors, nous avons Christophe alias Olas, il nous expliquera pourquoi, plus connu aux alentours du stade sous le pseudo de Christophe C. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous, bonsoir François. Nous avons également Julien, des Dogs de Paris, donc présent avec nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir les amis. Nous avons, alors je ne vais pas l'appeler Hardy, vous le connaissez sous le nom de Georges de Dunkerque. Alors, je sais qu'il n'aime pas qu'on dise Dunkerque parce que c'est pas assez précis pour le localiser. Bonsoir Georges. Bonsoir, non, je suis dans la banlieue de Dunkerque, à Grandfort. Bon. Et enfin, il est là ce soir avec nous, Christophe Viox, alias Christophe D. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Alors, nous attendons un retardataire qui a, à mon avis, trop fêté son anniversaire, Baptiste, qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Donc, nous l'accueillerons avec plaisir dans le cours de l'émission. Vous savez que vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux, donc dans les commentaires du groupe Alain LOSC qui diffuse en direct l'émission, mais également sur la page Facebook du Bistrot d'Alain LOSC. Vous avez pu nous envoyer vos questions sur le forum Alain LOSC et sur les différents réseaux comme Twitter. Donc, nous allons relever vos interventions et vous allez pouvoir participer avec nous à ce bistrot. Dernière précision, vous savez que chaque semaine, nous mettons en jeu un petit cadeau. Cette semaine, le cadeau, ce sera une place en tribune active pour le match Lille-Lorient. À gagner en milieu d'émission, une question, une réponse. Le premier qui répond remporte la place pour venir assister en direct au stade, en tribune, avec une bonne partie de l'équipe du Bistrot d'Alain LOSC à ne pas rater. Voilà, on va commencer cette émission. Avant, Julien avait un petit salut à faire à une initiative d'un groupe de supporters qui s'appelle les Dogs du Vieux-Lille. Julien, je te laisse la parole pour en parler. Merci beaucoup François. Oui, je voulais soutenir l'initiative des Dogs du Vieux-Lille qui lance une tombola solidaire sur ce qui reste du mois de décembre. C'est une très belle tombola et pour une bonne cause. Alors, vous avez peut-être entendu parler parce que le LOSC a beaucoup relayé ça et a fait pas mal d'opérations. La petite Inde, une petite fille de 8 ans de Lille qui avait un cancer incurable. Ses parents se sont battus avec elle jusqu'au bout, lui ont offert beaucoup de soins, sont allés aux États-Unis où les consultations sont très très chères. Et donc, bien que cette petite fille, malheureusement, nous a quittés il y a quelques jours, les Dogs du Vieux-Lille, qui avaient déjà pensé à cette initiative il y a un bon moment, ont décidé de la poursuivre pour justement aider les parents qui ont payé très très cher ces traitements. Et donc, cette tombola, c'est une très très belle tombola. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu une tombola à Lille avec des lots aussi beaux. Je vais tous vous les citer parce que c'est assez incroyable. Il y a un maillot porté par Bourak lors de la finale du Trophée des Champions, un maillot porté par Renato en Ligue des Champions contre Salzbourg, maillot de José Fonté, Ligue des Champions contre Séville, Jonathan David en Ligue des Champions contre Salzbourg, un maillot de Botsman en Ligue des Champions contre Wolfsburg, un maillot porté par Benjamin André en Ligue 1, une paire de crampons de Bourak, de Benjamin André, de Timothy Weah et de Sheka. Donc les lots sont vraiment incroyables, il y en a beaucoup. Je pense que pour tout supporter du LOSC, ça peut être des souvenirs incroyables.
Et c'est pour une bonne cause. Donc, c'est 5 € le ticket de tombola. L'intégralité des bénéfices sont évidemment, comme vous l'avez compris, et des bénéfices, ce sera des bénéfices. Hein. Il y a très peu de frais sur une opération pareille. Donc, ce que toucheront les dogs du Vieux-Lille, ce sera reversé à la famille de Inde pour les aider à rembourser tous ces frais. Une consultation aux États-Unis, c'est 30 000 €, hein, pour vous donner un peu une idée de ce qu'ils ont pu dépenser pendant tous ces mois. Voilà. Donc, c'est l'initiative dont je voulais vous parler, qui me semble importante. Et c'est une dernière belle action à faire en 2021. Merci Julien d'avoir partagé cette initiative des Dogs du Vieux-Lille. Alors, un sympathique groupe de supporters. On salue notamment Popeye qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui nous écoute peut-être ce soir. En tout cas, on salue les Dogs du Vieux-Lille et on s'associe pleinement. On partagera l'affiche sur nos différents réseaux à partir de ce soir. Donc, je vous propose de passer maintenant à la première partie de cette émission. Donc, Lille-Lyon, on a appelé ça l'emprise du milieu, un match plutôt cadenassé. Alors, avant de vous passer la parole, je vais vous donner les statistiques du match pour pouvoir finalement bien visualiser ce qui s'est passé. Les statistiques sont très parlantes. Alors, on a bien sûr 0-0, on a 14 tirs pour Lille contre 13 pour Lyon. On a 2 tirs cadrés de chaque côté, donc assez peu de précision finalement dans les actions. 51% de possession contre 49 pour Lyon. 468 passes, j'en parle rarement, mais là aussi on est sur des statistiques assez comparables. 468 pour Lille, 452 pour Lyon. 11 fautes contre 15 pour Lyon. 2 cartons jaunes contre 2 pour Lyon. Donc, aucun carton rouge, 4 hors-jeu pour Lille et 2 pour Lyon, et 4 corners contre 3. Donc, vous le voyez bien, statistiquement, on est vraiment sur un match très équilibré. Alors, comment vous avez vécu ce match, vous qui étiez alors peut-être en tribune ou à la télévision? Alors, on va commencer par peut-être Christophe C, qui était en tribune, je le sais, je t'ai vu. Oui, j'étais en tribune, on était en tribune. On était pas mal d'ailleurs, avec un petit tifo sympa au début du match, qui, je pense, à la télé passait plutôt pas mal, donc avec une belle ambiance au stade. Alors, une belle ambiance au stade au début du match, par contre, un match qui a été compliqué, hein, qui a été compliqué techniquement, je pense que des deux côtés, ça n'a pas été évident. Alors, je l'ai revu, on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais je l'ai revu encore aujourd'hui. C'est d'une faiblesse technique, ce match, c'est incroyable. Voilà, c'est essentiellement ça que je retiens de ce week-end foot lorsque Lyon. Voilà. Alors, Georges, tu étais également présent au stade. Comment tu peux résumer ton sentiment sur ce match finalement entre deux grosses équipes de l'année dernière qui étaient plutôt favorites cette année, qui se retrouvent engluées dans le milieu de classement? Ouais, comme je disais, énormément de déchets techniques, hein, c'était puis surtout des choix un peu compliqués. Au final, quand même, je retiendrai quand même le dernier quart d'heure sur un aspect assez encourageant parce qu'on avait l'habitude de voir l'équipe perdre pied au bout d'une heure. Assez vite s'arrêter de jouer. Là, il y a eu un vrai forcing pour essayer d'arracher la victoire sur la fin de match, ce qui aurait d'ailleurs un petit peu pu faire la différence. Hein. Moi, je n'ai pas trouvé le match si équilibré que ça de ce point de vue-là, ne serait-ce que pour ces moments où au final, ça se joue par certaines maladresses devant le but, par des choix qui n'ont pas toujours été les bons, par des arrêts assez déterminants d'Anthony Lopez qui fait quand même la différence, et puis peut-être par un choix d'arbitrage un peu douteux sur la toute dernière action, quoi. On reparlera des actions douteuses peut-être juste après ce premier tour de table. C'est vrai que ce sont des sujets qui ont alimenté beaucoup les conversations d'après-match avant de revoir les actions finalement au ralenti. Alors toi, Christophe, tu n'étais pas au stade, tu as regardé le match à la télévision. Donc, sans rentrer tout de suite dans le détail sur ton avis sur les différentes actions litigieuses, comment tu as vécu ce match dans l'ensemble? Ouais, moi, j'ai pas pu aller au stade parce que j'étais, embêté. Ouais, non, c'était stressant parce que la première mi-temps, elle est assez hachée, c'est pas construit, quoi. C'est assez brouillon.
Mais surtout, les plus dangereux en première mi-temps, c'est quand même Lyon. Enfin, je me dis, merde, ça se passe pas très bien, ça cafouille. Et quand ça cafouille un peu moins, c'est Lyon qui cafouille moins. Donc, c'était un peu embêtant de ce côté-là. Deuxième mi-temps, on a vu Lille progresser dans l'intensité et une défense centrale qui a repris les choses. On a vu Botman Fonté énorme. Du fait, en fin de match, on a poussé et à mon avis, je suis assez d'accord avec Georges, on aurait dû arracher la décision, normalement. Alors, Julien, tu as aussi vu le match à la télévision. Donc, est-ce que ton regard télévisuel est plus optimiste que la vision qu'on en avait au stade? Ouais, moi je suis optimiste, c'est rigolo que tu dises ça, parce que je ne le suis pas toujours. Pour moi, un nul face à Lyon, c'est pas nul. Ça reste quand même une belle équipe. La première mi-temps, on a été globalement peu inquiétés, on était bien en place, très solidaire, très, très solide derrière, moi j'ai trouvé. J'étais plutôt rassuré par ça. Et comme le disait Georges, ce que j'aime beaucoup depuis 2 matchs, c'est-à-dire depuis Wolfsburg et Lyon, c'est qu'on a un phénomène qui est complètement inversé avec ce qu'on a connu depuis le début de saison, c'est-à-dire que c'est la dernière demi-heure qui est la meilleure. Et ça, je trouve ça hyper encourageant de nous voir solides en début de match, comme à Wolfsburg, et accélérés à la dernière demi-heure. Donc là, après, on pourra parler, on va en parler de l'arbitrage, etc. Mais en tout cas, ce phénomène d'inversion, ça prouve d'abord que les mecs sont en grande forme, et ça, c'est rassurant, parce que enchaîner les matchs comme ils le font, et pourtant réussir à appuyer sur l'accélérateur avec des entrées en jeu qui sont fortes, parce que Gudmundsson, il est loin d'être ridicule dans sa rentrée, même s'il rate des occasions, il est extrêmement dynamique, il est très présent, et je trouve pour un gars qui est arrivé il y a peu de temps et qui est très jeune, il a apporté beaucoup. Donc moi, ce match, franchement, ça me rend plutôt optimiste, et le manque de justesse technique de ce que j'en ai vu à la télé, c'est cette putain de pelouse. C'est insupportable, le ballon passe sa vie à rebondir, c'est juste injouable. Et là, je pense que les critiques de Gourvenec, les critiques de Boss, c'est pas des postures. C'est pas pour dire en fait on n'a pas gagné. C'est juste que jouer sur cette merde, c'est injouable. C'est absolument injouable. Et moi, j'étais en colère parce que c'est censé être, même si, comme tu le disais, François, en intro, c'était 2 grosses équipes de l'an dernier. C'est toujours 2 belles équipes. Ça joue bien au football, normalement. Et là, les mecs doivent être tellement concentrés pour pas rater un contrôle à cause d'une motte. Enfin, ils peuvent pas être dans ce truc où tu as un temps d'avance, où tu joues vite, etc. Parce que tu es toujours inquiet de rater le ballon à cause de ce terrain pourri, quoi. Donc, moi, vraiment, la réaction à la fin du match, c'est j'en peux plus de la pelouse. Et d'ailleurs, j'ai tweeté en interpellant Elisa, le Grand Stade, et en disant on fait quoi là, on fait une pétition, on fait des manifs, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'enfin il se passe quelque chose sur ce stade? Alors justement, tu parles de pétition, c'est le moment de souligner qu'il y a une pétition qui circule depuis hier matin, si je ne dis pas de bêtises. Alors ce matin, elle avait déjà 3500 signatures, donc qui vient de je ne sais pas qui exactement. Enfin, on a vu quelques noms circuler, mais visiblement pas des gens connus du monde du supporter. Alors Fabienne Bézieux, j'ai essayé de la joindre, j'ai trouvé son mail, je lui ai écrit, mais j'ai pas eu de réponse, donc elle n'est pas avec nous ce soir. Mais en tout cas, il faut qu'on dise à notre fidèle public qu'on a essayé de faire le job et qu'on a invité Fabienne à venir ce soir. Mais Barbieux, elle n'a pas répondu. Bon, en tout cas, Barbieux, non? C'est pas Barbieux, oui, pardon. Barbieux, Bézieux, c'est pareil. C'est des villes où il y a des beaux parcs. C'est 1 kilomètre. Voilà, donc l'idée en tout cas c'était de souligner cette initiative. N'hésitez pas à signer cette pétition parce que c'est vrai que le problème de la pelouse, après c'est parfois une fausse barbe, une fausse excuse, mais c'est un vrai sujet, notamment sur une confrontation où on a un club, notamment Lille, qui attaque finalement plus que le club qui le reçoit. C'est vrai que ça gêne plus une équipe qui est en mode attaque avec du jeu de passe qu'une équipe qui cherche à défendre. Mais c'est des conditions qui sont complètement déplorables. J'ose pas vous rappeler le loyer que paye le LOSC à Elisa pour jouir du stade Pierre-Mauroy. Tu peux, c'est 4 millions par an. 4 millions par an, ça devrait justifier le fait d'avoir une pelouse ne serait-ce qu'honorable. Et là, on a une pelouse qui est classée 20e du classement des pelouses de Ligue 1, un état qui est absolument catastrophique et une image pour le gestionnaire du stade, pour la métropole lilloise et pour le club qui est absolument détestable. Quand on ira rencontrer Chelsea au mois de février sur une pelouse comme celle-là,
ça va être vraiment une catastrophe. Donc, il est vraiment urgent de réagir et il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de prise de position ou d'intervention. Je sais que, par exemple, à Lyon, où ils avaient aussi quelques petits problèmes de pelouse, ils sont en train de changer, je crois, la pelouse en ce moment pour la trêve. On ose espérer qu'ils vont finalement utiliser cette période de trêve hivernale pour faire quelque chose, pour solutionner ce souci qui devient récurrent et qui devient surtout affiché aux yeux de la France et de l'Europe entière. Alors, Donc, juste une remarque là-dessus, ce qui est terrifiant, c'est qu'Elisa s'en tape. Les équipes qui gèrent Luchin qui est un billard, hein, pour ceux qui sont à la Luchin, l'herbe est toujours belle. Donc évidemment, conditions d'ensoleillement et ventilation qui sont idéales puisque c'est ouvert à tous les vents à la frontière belge. Donc évidemment, pour faire pousser du gazon, c'est exactement ce qu'il faut. Mais on ne peut pas dire que les mecs ne savent pas faire du gazon, ils savent faire du gazon. Et ces équipes-là, qui sont quand même les gens qu'il faudrait interroger, les gens de Terre en Vie, bah, il y a un blocus total de la part d'Elisa. C'est-à-dire que les gens de Terre en Vie ont le droit de parler de Luchin parce que le LOSC les laisse intervenir sur le sujet s'ils ont envie de parler. Mais quand il faut parler de Pierre Mauroy, il y a un blocus total et Elisa leur interdit de prendre la parole. Ce qui fait qu'on n'a pas d'interview des gens de Terre en Vie dans la presse, ne serait-ce que pour nous expliquer. Il y a peut-être une maladie à cette pelouse, il y a peut-être une bactérie, il y a peut-être quelque chose. Cette pelouse, elle a été changée. Ils ont profité du Covid en juin 2020 pour la scalper, la régénérer. Elle aurait dû ne jamais être aussi belle que cette saison. Et elle n'a jamais été aussi pourrie que cette saison. Et j'ajoute, il n'y a pas eu d'événement majeur. On n'a pas eu ce phénomène où il y a la moitié de la pelouse qui passe au-dessus de l'autre et qui normalement pourrit tout. On se souvient d'époques où on avait une vert foncé et une vert claire parce que justement, ils avaient fait marcher la boîte à spectacle. On n'a pas eu ça depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et pourtant, la pelouse est dégueulasse. À minima, je trouve, le contribuable lillois qui a quand même financé ce stade très, très cher a le droit à des explications. Et le LOSC aussi. Alors, je pense que le LOSC, c'est très bien. Hein. Eux, ils discutent entre eux. Elisa, Terre en Vie, il y a des discussions, mais il n'y a rien qui sort. Et ça, je trouve que c'est un manque de respect parce qu'on sait très bien que c'est des gens qui se parlent. On sait très bien qu'ils ont cofinancé la gazonnière qui est à Luchin, ces 3 parties-là. Donc, évidemment, ils se parlent et il y a un jeu d'influence où le LOSC fait les gros yeux à Elisa, dit « c'est plus possible, ça ne peut pas durer comme ça », alors que les mecs se parlent, tu vois. Il y a vraiment un jeu de dupes qui est insupportable. Et je trouve que le perdant, c'est le supporter et le téléspectateur parce qu'on voit des matchs de merde et que cette pelouse, elle est innommable. Et on est dernier dans les notes de la pelouse de la Ligue, mais on est dernier de très, très loin, quoi. On est ridicule. On est vraiment ridicule. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a failli y avoir des blessés graves encore une fois ce week-end. Hein. Les mecs, ils laissent la cheville, ils laissent le genou dans la pelouse tellement elle se délite. Enfin, c'est vraiment, moi, ce qui m'énerve, c'est cette absence de communication. Et donc, bah, quand les gens ne communiquent pas, tu as l'impression qu'ils se moquent de toi. C'est pour ça, n'hésitez pas à signer cette pétition ou une autre. N'hésitez pas à relayer les messages sur les réseaux sociaux. On sent que déjà la presse, qui aime bien ce genre de sujet un petit peu sensible, commence à s'intéresser finalement au sujet. Je crois que c'est le moment de faire savoir que cette situation, elle est intolérable, en tout cas que nous ne la tolérons pas. Je vous propose peut-être de continuer à évoquer ce match de Lyon avec notamment les actions litigieuses qui sont arrivées en fin de match. On a dit que le match était statistiquement équilibré. Il y a eu des occasions, il y a eu des arrêts de Lopez, qui étaient 2 arrêts qui étaient significatifs, il faut aussi revenir là-dessus. Et il y a eu aussi 2-3 actions un petit peu sensibles qui, en tout cas vu des tribunes, auraient peut-être pu justifier des pénaltys. Alors, qu'en pensez-vous? Vous qui avez tous revu le match ou vu le match à la télévision. Donc, Georges, c'est toi. Je ne sais pas si tu as revu le match après. Non, je n'ai pas revu le match à la télévision. Donc, moi, j'en suis resté aux impressions, je dirais, du direct. Manifestement, il me semblait bien sur le pénalty annulé par la VAR que Bourak partait hors jeu, presque dans l'ordre du pléonasme en ce moment, mais donc sur celui-là, par contre, je suis interpellé quand même sur l'idée qu'au moment où l'arbitre sanctionnait pour Lopez, il avait qu'un jaune dans la main. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est le règlement. Hein? C'est le gardien, il ne fait pas une faute délibérée. Pas de double sanction. Bah ouais, enfin bon, ça a évolué alors parce que à l'époque c'était le rouge garanti. S'il rentre les 2 genoux en avant, les 2 pieds en avant, c'est rouge.
Et là, c'est pas Et là, libéré. bon, Donc, à voir, mais bon. s'il y a les 2 genoux en avant, c'est rouge. S'il n'y en a qu'un seul, c'est jaune. C'est ça, j'ai bien compris? S'il y en a qu'un, c'est jaune, et encore. Alors, Bon, voilà. on accueille Baptiste de la page Breaking Dose qui nous a rejoint. Après, je pense avoir écouté notre président Olivier Létang sur l'équipe 21, si je dis pas de bêtises. Baptiste, avec le micro. Tu as coupé ton micro, Baptiste. Avec le micro, c'est nettement mieux. Tu étais meilleur quand tu étais mineur. Hein. Bonsoir à tous. Mais ouais, j'ai écouté Olivier Létang sur la chaîne L'équipe. Bon, alors, la pelouse, il a refait quand? Il y a des mesures qui sont mises en œuvre, mais il a dit, il a refait d'ailleurs il n'y a pas longtemps au domaine de Luchin, mais que ça ait pris 2-3 mois. Alors il espère que ça ira plus vite à Pierre-Mauroy, mais en tout cas il a dit assez supérieur. Enfin, je pense que c'est donc à la Hamel, mais donc il n'est pas satisfait de la pelouse et il l'a dit donc à la Hamel. Tu es en train de nous annoncer qu'on va jouer nos matchs au domaine de Luchin, c'est ça? Possible. Bon, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, mais je ne comprends absolument pas les réponses que vous me faites. Hein. Vous voyez, je traduis tout de travers. Alors, je vous propose de poursuivre avec notre petit tour sur les actions litigieuses ou les occasions lilloises avec Christophe qui a vu le match à la télévision. Qu'est-ce que tu penses de ces actions? Christophe, oui, je ne sais pas pourquoi. Bah écoutez, moi, toutes les actions, j'étais d'accord avec l'arbitre. Il y avait hors-jeu de Yilmaz. La main, ça a bout portant, il ne peut pas y avoir mal là-dessus, c'est pas possible. Mais sur la dernière action, je ne suis pas d'accord parce que sur la dernière action que d'ailleurs vous avez, enfin moi j'ai essayé de la revoir sur internet, c'est pas possible. Le résumé de Ligue 1 Uber Eats s'arrête au magnifique drop de Gabriel Gudmundsson sur le centre dans un angle fermé, mais il ne fait pas voir la dernière action avec le centre de Yilmaz où Gudmundsson vient pour tacler le ballon et Da Silva tacle le bonhomme. Et pour moi, là, il y avait pénalty. C'est là que Gourvenec a dit je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas pénalty là-dessus. Après, sur les images de Amazon Prime, que j'ai pu voir de loin, hein, étant donné mon état, mais sur les images d'Amazon Prime, on ne voyait pas grand-chose. Vraiment, on ne voyait pas grand-chose. C'est pour ça que je voulais les revoir sur le net. Je n'ai pas pu les revoir. Sur le net, j'ai pu voir que des photos. Et sur les photos qu'on voit sur le net, on voit bien que Da Silva, il a les pieds à la verticale dans Gudmundsson, qui lui tape le ballon. Donc, jamais il peut avoir le ballon, déjà. Et de deux, quand vous tapez dans les pieds, quand vous tapez dans le ballon, vous avez quand même beaucoup moins de chances de taper dans le but. Donc, je pense qu'il y avait vraiment penalty. Et ce que je regrette, c'est que Delru, il n'a jamais été très fort comme arbitre. Hein. Je peux juste remercier d'avoir mis 6 jeunes à Lyon, mais ça sert à cause de l'adversaire, pas à nous. Hein. Mais Delru, il aurait dû au moins aller voir la télé pour aller voir ce qui se passait. Quoi. Sur les fly, il a mis la main sur l'oreille, il a dit hey, c'est bon, fin du match, on n'en parle plus. Il n'a pas voulu s'emmerder. Quoi. Est-ce que ne pas se fier à la vidéo et aller chercher des photos, c'est pas un peu une tactique de complotiste comme on a pu le faire au Pentagone, par exemple, en 2001? Bah oui, je sais bien, mais il n'y a pas de vidéo. Moi, j'ai pas regardé 12 heures. J'ai l'impression d'entendre Bigard, Christophe. Non, mais je sais bien, mais il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Et après, voilà, il faudrait revoir le match sur Amazon Prime que je n'ai pas, j'ai vu de loin, je vous ai dit. Mais voilà. Donc, il faudrait revoir les images. Je ne sais pas s'il y en a qui ont revu les images. Moi, en direct, je dis penalty sur l'action tout de suite. Parce qu'on voit bien que Da Silva, il ne va pas dans le même sens que le ballon. Quoi. Il va à travers. Donc, forcément, il ne joue pas le ballon. Donc, à partir du moment où on ne joue pas le ballon et on touche le bonhomme, et on est dans la surface de réparation, il y a penalty. Mais les images, je n'ai pas réussi à les revoir sur Internet. Alors, le résumé de Ligue 1 Uber Eats, là, c'est pas du Bigard, hein. Là, c'est du Disney. Alors, justement, après avoir constaté que Christophe avait un deuxième point commun avec Jean-Marie Bigard après sa coupe de cheveux, je vous propose de passer… alors, on ne va pas dégueuler longtemps avec ça parce que là, je me barre ce soir. Je vous propose de passer la parole à l'autre Christophe qui, lui, a vu le match donc, en direct au stade et a regardé de nouveau en différé la totalité du match. Donc, quel est ton avis justement sur cette action en particulier ? Alors, sur cette action en particulier, non seulement il y a faute, non seulement il y a pénalty, il y a carton jaune et il y a carton rouge, parce qu'il a déjà un carton, ce jeune homme. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, voilà, il y a faute ou il n'y a pas faute. Là, effectivement, il y a faute. Tu n'as pas besoin de 3 ralentis. Tu vois l'action. Enfin, pour moi, il y a… Voilà,
l'arbitre a été mauvais sur cette action et je ne suis pas d'accord du tout avec Christophe. Il n'a pas assuré du tout sur tout le match. Je peux te citer un exemple si tu veux. À la 15e minute, il y a un carton sur Benjamin André. Il n'y a même pas de contact. Le joueur lyonnais tombe. Delru arrive, met un carton jaune. 5 minutes après, il y a exactement une action identique avec Mendes qui lui fait vraiment faute. Monsieur Delru dit terminé. Et on va où là? On va où? Cet arbitre est mauvais. Voilà, il est aussi mauvais que notre pelouse. On est maudit, voilà. Notre gazon est maudit. On est maudit avec Delru. Voilà, c'est tout. Gazon maudit, c'est Il a bon. été mauvais pour le match. Julien, alors pour toi, Delru à la rue ou est-ce qu'il a pris des justes décisions? J'aurais rien de mieux à dire que gazon maudit, hein, c'est magnifique. Hein. Là, qu'est-ce que tu veux dire après ça? Non, mais Christophe, je suis désolé, moi, à vitesse réelle et à la télé, je vois pas de faute. Moi, je trouve l'arbitrage, hormis en effet, tu as raison, ce carton, sur les pénaux, ça me paraît pas évident. Alors peut-être que vous aviez des meilleurs angles au stade que ce qu'on a pu voir à la télé. Mais moi, ça me paraît pas évident. J'ai pas été scandalisé et j'ai le même sentiment que Christophe. Mais même pour moi, même la dernière de Gudmundsson, en tout cas sur ce que je vois à la télé, je vois des mecs tous se jeter sur le ballon en même temps, dire derrière qu'il y a faute et qu'on empêche Gudmundsson de marquer. Ça me paraît pas évident. Et bon, voilà. Alors, je vois les commentaires. Hein. On dit penalty, penalty, même dans les commentaires. Donc, je pense que je ne vais pas me faire des amis. Mais pour moi, ce n'est pas évident. Et je n'ai pas trouvé l'arbitrage si mauvais que ça. Moi non plus. En direct, moi, je vois faute en direct sur le truc. Et quand on revoit les images, c'est trop berdique pour revoir les images. Ouais, c'est pour ça que je parlais je voulais revoir les images encore une fois, voir s'il n'y a pas notre angle. C'est pour ça que je parlais des photos, parce que la photo, là, tu le vois. Tu vois une photo. La photo, je ne sais pas si vous avez vu le commentaire de Gourvenec, je ne sais plus sur quel site. Et il y avait une photo qui était dedans. On voit Gudmundsson qui tape le ballon et Da Silva qui tape les genoux, les pieds de Gudmundsson, qui est carrément en travers. Quoi. Alors, avant de passer la parole à Baptiste, quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, on a Charles Montpulco qui fait remarquer à Christophe qu'il aurait dû faire le ménage dans son bureau parce que c'est un peu le désordre chez lui. Je ne reprends pas l'expression telle qu'elle est écrite dans les commentaires. Il nous dit qu'on retrouve également nos valeurs défensives. C'est vrai. Alors, pelouse de merde, pour rebondir là-dessus, c'est interdit. Laisser les joueurs marcher sur les œufs. On a Fernando D'Amico qui nous fait un petit coucou, on lui retourne bien volontiers. On a aussi, alors attendez, je suis en train... Alors, Gildas Dubal, pardon, qui nous dit « Les mauvais choix d'Ikoné, c'est pas la pelouse ». Alors, on reviendra juste après sur les tops et les flops de ce match. On a penalty évident, effectivement. Oui, tant qu'il y a du gazon, il y a match. Donc voilà, on vous sent bien en forme ce soir sur le sujet, donc n'hésitez pas à surenchérir. Baptiste, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ces faits de jeu? Alors, on a beaucoup parlé du penalty, mais les arrêts notamment de Lopez, je cherchais son nom, pourtant hein, Lopez, c'est un nom qu'on connaît bien à Lille, les arrêts décisifs de Lopez, parce qu'en fait, sur ce match-là, on a eu des occasions ratées, mais on a eu aussi 2 arrêts décisifs qui auraient pu faire la différence, et un Burak Yilmaz, finalement, qui tente sa chance et qui échoue en fait sur les doigts de Lopez ou sur sa main ferme. Comment tu analyses ça, Baptiste? Sur la prestation de Lopez, Lopez a été bon hein, durant ce match. Il nous a bien fait chier, notamment sur ce piqué de Burak Yilmaz, malheureusement, qui enlève et ça aurait pu faire un 0. Mais en l'occurrence, Lopez est très bon, mais c'est un énorme connard. Oh là là là, il nous a fait chier, connard. Le mec a 18 ans, c'est le lâchage total. Il n'avait jamais dit un gros mot avant sa majorité. On va devoir te laisser, Baptiste. C'est pas comme ça ici. C'est pas ça l'âme du bistrot. La semaine dernière, on parlait d'Anthony Lopez sur le bistrot. Il disait il n'est pas gentil. Là, maintenant, tout de suite, les insultes. Moi, je suis limite choqué. C'est pas validé. Non, c'est incroyable. On t'a interrompu dans ton descriptif imagé. Tu peux continuer donc sur ces actions. Donc il a
il a effectivement, il a son caractère. On a évoqué aussi à un moment une charge sur l'action où à un moment on pensait à un penalty sur Ilmaz, je crois, qui était entaché d'un hors-jeu. Simulation, je crois. Il sort avec le genou en avant, comme d'habitude. Mais sur ces deux arrêts, on peut remarquer qu'il rapporte 2 points. Il rapporte un point à Lyon et il nous coûte 2 points, clairement. Bah oui, exactement. Et moi, ce qui me choquera le plus, c'est ce phénomène, je crois, à la 70e minute de jeu, où tout le monde crie, parce que Anthony Lopez est au milieu du terrain, sur un corner de Lille, et qu'il y a un deuxième ballon près des pigeons. Et là, on est mort de rire, on crie tous le ballon Lopez, et il le voit, on le voit très bien qu'il le voit, il nous regarde même dans les tribunes, et il le prend pas. Et ça me dépasse. Parce qu'il sait qu'il peut prendre un but et que s'il y a but, il sera Bah annulé ouais, parce qu'il y a non, des bah ballons sur oui, le terrain. c'est C'est pour ça que- magnifique. Il est d'une géniale perfidie, ce garçon. Ouais, mais entre Non, guillemets, il tu est vas d'origine portugaise. Je l'aime pas, Da Silva. Non, mais les Portugais savent jouer avec des règles. Ça, faut le savoir. On a joué Lisbonne en Coupe d'Europe. C'est rien de plus chiant à regarder comme match. Hein. C'est pénible. Les gros mots de Baptiste, la zémorisation du bistrot, on file un très mauvais coton. Hein. C'est vrai, il va falloir qu'on surveille ça de près. Je vous propose de passer, il est 21h05, au top et au flop de ce match. Alors, Julien, je te sens très motivé par ce passage de l'émission. Ben, je te laisse la parole. Ok, les tops de Lille, Fonté-Botman, extraordinaire en ce moment. Qu'est-ce qui survole? Ils nous ont sorti tous les deux un tacle masterclass que tu peux mettre en poster dans ta chambre. C'était magnifique et ils n'ont jamais été passés. Et j'associe Selic et Diallo, donc j'en mets 4 des tops côté Lille parce que Selic, j'ai trouvé bien mieux. Il avait fait un début de saison très, très, très poussif et je trouve qu'il fait que monter. Alors, au niveau qui sera celui de Selic, ce sera jamais le meilleur latéral du monde. Mais franchement, ça commence vraiment à être très solide et à être très intéressant. Quand il lance, il connaît, etc. Les passes sont de plus en plus précises. Donc ça, j'ai apprécié beaucoup. Et Diallo, pour sa polyvalence, putain, le mec, on le fait jouer partout. Il est là quand même. Alors d'accord, pas au niveau de Renildo quand il joue là, pas au niveau de Botman quand il joue en défense centrale, mais on a quand même, c'est ça un super sub, quoi, tu vois. Et ça, j'ai vraiment apprécié. En flop, j'en mets qu'un. J'ai encore trouvé qu'André avait eu beaucoup de déchets. Il prend beaucoup de ballons, mais il en fait pas forcément des trucs chouettes après. Donc, et j'adore André pourtant, mais je trouve qu'en ce moment, il est vraiment moins bien dans la construction du jeu, dans cette première passe quand il récupère le ballon. Et je voudrais quand même citer des tops du côté de Lyon. Évidemment, Aouar, parce qu'il est régulier, mais il peut faire un truc génial à tout moment. Ce mec a une technique hors du commun. Dommage qu'il ait certainement un mental un peu fragile. J'ai beaucoup aimé Malo Gusto, que j'ai trouvé assez extraordinaire, extrêmement dynamique, très rapide. Et pour la qualité de ses débordements et de ses centres, il nous a fait mal. Et puis, le meilleur ami de Christophe, Lopez, qui là, quand il fait un match comme ça, il est top 3 des gardiens français, il est incroyable. Enfin, 2 fois, tu cries but, tu te jettes sur la télé et le mec, il te sort des trucs qui viennent de nulle part. Il y a quand même très peu de gardiens qui sortent ces 2 ballons là, hein, sur ses arrêts réflexes. C'est vraiment sa grande force. C'est l'anticipation d'une part, parce qu'il est pas sur sa ligne, il a beaucoup avancé. Et des réflexes qui sont incroyables. Donc, moi non plus, je pense un peu comme tout le monde, j'aime pas la personnalité d'Anthony Lopez, mais sur les qualités de gardien de but, je le trouve extraordinaire. Je vois Georges se tortiller. Alors, je ne sais pas s'il veut nous faire une imitation de Nicolas Sarkozy ou s'il veut prendre la parole. Je vais partir du principe que tu voulais prendre la parole sur les tops et les flops. Ouais, non, je te la laisse. Sarkozy. Ça ira pas. non, je vais pas le faire. J'ai beaucoup travaillé mes transitions. Ouais, je vois ça. Non, au niveau du top, on l'a dit, c'est un top unique. C'est Fonté, Botman, la doublette, quoi. C'est Smith et Wesson. C'est Mercedes et Ben, c'est solide. Et au niveau des flops, moi je mettrais Bamba la doublette, Bamba Ikoné, où là c'est plus Jacob et Delafont, quoi. Oh putain. Solier Duval. Sur le match, mais pas en général, mais là, sur le match, c'était un peu ça, quoi. Ça va être dur de passer derrière. Alors, pour passer derrière, il faut quelqu'un avec les réflexes de Christophe D. Christophe D, tes flops et tes tops. Hein.
Bah déjà, moi, je trouve ça dur pour Jacob et Delafont parce que je trouve que Jacob était meilleur que Delafont. Je ne dirais pas lequel est l'autre. Voilà. Non, je suis d'accord avec Botman et Fonte. Alors, Mercedes et Benz, vu le week-end, c'est plutôt Red et Bull, les deux. Oui, donc, oui. Je suis pas la F1, mais oui. Notamment, voilà, les deux tags sont beaux, mais celui de Botman, il est énorme. Incroyable, il est incroyable. Pour un mec de cette taille et de son gabarit, c'est incroyable. Et puis derrière, il se relève, il va reprendre le ballon, il continue avec. Enfin, pour un attaquant, c'est dur. Non, franchement, c'était vraiment bien. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on loue les arrières et beaucoup moins le reste. Ça, c'est un peu dommage. Moi, je dirais quand même Yilmaz, parce que Yilmaz, même s'il a été à peu près 53 fois au jeu, ce qui est quand même pas beaucoup pour lui. C'est pas trop c'est un bon match. Mais sinon, à part ça, je vous dirai pas mon fils ce qu'il voulait dire. Mais t'es con pour rien, Yilmaz, mais t'es con. Doucement, mais il a quand même été dangereux, il a été présent. Et il aurait dû arracher le match. Enfin, je pense que Yilmaz l'an passé, au lieu d'ouvrir le pied, notamment lorsqu'il y a la détente de Lopez, il ferme le pied, il vise un poteau comme un Metz, et puis on n'en parle plus, il y a but. Ouais. Donc je pense que voilà, il y a un manque de confiance, mais on a retrouvé Yilmaz assez présent. Après, les autres, c'était un peu discret, les David, les Koné, les Bamba, les Lopez. C'était plus discret. Christophe C, tes flops et tes tops. En sachant que sur les réseaux sociaux, on parle de. Alors, Charles nous dit qu'André est fatigué, il joue beaucoup. C'est vrai. On cite Botman est cité également en top. Est-ce que tu as des noms à rajouter, Christophe? À rajouter Non, mais par contre, j'ai toujours ce problème que n'importe quelle défense centrale à Lille, on a un problème avec le gardien et les problèmes de communication. Alors, je ne sais pas s'il faut se mettre à l'espéranto pour pouvoir communiquer avec Garbage. Il y a un truc à faire là. Il y a une action où encore Botman, une incompréhension avec le gardien. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a un truc. Est-ce que c'est un problème de langue? Je ne sais pas. Comment ils communiquent entre le néerlandais, le portugais? Enfin, voilà, je ne sais pas. Il y a vraiment un problème. Après, il parle en anglais, la langue commune, c'est l'anglais. Il parle en anglais? Bah ouais, parce que Botman répond aux interviews en anglais, Fonte a joué en Angleterre longtemps et Grebic répond aux interviews en anglais. Donc ils se parlent en anglais entre eux. Ouais. Et Grebic, il parle en anglais, mais sans les voyelles. J'allais dire, c'est ça, tu parles avec les voyelles. Donc, on va peut-être faire anglais renforcé, alors je sais pas, pendant les vacances. Je sais pas, il y a un truc en tout cas. Bon, voilà, sinon, comme tout le monde, le match de Botman et puis Yilmaz également, je suis d'accord avec Christophe, qui a été hors jeu dès la 4e. Donc, il s'en sort pas mal quand même, 4e minute avant le premier hors-jeu. Bon, je l'ai noté, donc je ne peux pas me tromper. Et puis sinon, à Lyon, j'ai bien aimé Loukeba sur l'axe central-gauche. Là. Je trouve que c'est un petit jeune là, qui est pas mal et j'ai bien aimé Aouar, qui s'en est pris à la pelouse. Donc, forcément, voilà, je voulais le mettre en avant. Alors, avant de terminer ce tour de table sur les tops et les flops et de passer la parole à Baptiste, je voulais vous donner, moi, ma sélection. Alors, en top pour les joueurs lillois, je mettrai Thiago Mendes, parce que je rappelle la statistique. À chaque fois que Thiago Mendes est sur le terrain d'un Lille-Lyon, Lille ne perd jamais. Et en l'occurrence, ça s'est encore confirmé. Et en flop, je voudrais faire un coup de gueule, en fait, contre les pigeons du Stade Pierre-Mauroy, parce que une énorme présence devant, mais aucun appel de balle, c'est vraiment un scandale. C'est ça. Les 3 matchs sans marquer. Absolument. Ouais. Et pourtant ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont passés à 4. Oui, tout à fait. Baptiste, tu voulais rajouter quelque chose sur ces tops et ces flops? Non, pas Enfin, au niveau des tops, bien sûr, il y a Botman et il y a Fonte. J'aimerais aussi mettre en avant Thiago Diallo qui joue au poste qu'il n'a jamais joué. Il joue en centraux, il joue à droite. Cette fois-ci, c'était à gauche. Donc, c'est vrai que d'ailleurs, c'était assez bizarre quand on voit la composition de Jocelyn Gourvenec. On s'était demandé comment allait jouer le LOSC et finalement, donc c'est Thiago Diallo à gauche. Alors, pourquoi il n'a pas mis Brad Harris ou Gunnarsson? Ça, c'est une question que je me pose encore. Et en flop, je vais mettre Ikoné. Voilà, comment un joueur pareil arrive à être bon le mercredi en Ligue des Champions, à sortir, à être homme du match. Et 4 jours après, à être aussi nul. Je comprendrai jamais ce joueur. Ça m'énerve un petit peu. Moi, je me rappelle de son action ça doit être la 80e minute de jeu, où vraiment, il prend le ballon. Soit il doit centrer, soit il doit frapper. Voilà, il fait encore 2-3 crochets et il perd le ballon dans la surface alors qu'il y a vraiment une action de but.
Et après, par la suite, il retourne en marchant. C'est limite s'il ne va pas en rampant. Ça m'énerve un petit peu son attitude là-dessus. Alors, je vais te proposer de garder la parole. Alors, je voulais juste rajouter, on n'a pas parlé de Renato Sanchez, qui est cité par Gildas sur les réseaux sociaux, qui nous dit qu'avec son coup d'œil et sa vista technique, il a impulsé plusieurs actions. Effectivement, dans les magazines ou les sites spécialisés, il est noté quasiment au même niveau que la paire Botman-Fonte. Donc, c'est à ne pas oublier, même si on peut peut-être s'attendre à mieux de la part de ce joueur exceptionnel. Ouais, C'est je vrai voulais qu'il dire casse, c'est vrai qu'il qui casse fait des sa lignes. Hein. force, ouais. Ce qui fait sa force, d'abord, il casse des lignes. C'est une présence incroyable au milieu de terrain. Ouais. Mais Wolfsburg et même sur le match de Lyon, je trouve il perd quand même pas mal de ballons et des fois des ballons simples. Mais sinon, ouais, c'est une présence pas possible, quoi. Sa rentrée a fait du bien. Depuis qu'il est revenu, on sent que l'équipe Ça est va sur le mieux. même diapason, quoi. Ouais. François, j'ai un dernier flop. C'est un flop à l'encontre de la sécurité du LOSC. On met de plus en plus de temps à rentrer au stade. Je me suis pointé à -20, pas le match de Lyon, le match d'avant. Et je suis rentré à 5 dans le stade. J'ai raté le coup d'envoi. C'est absolument anormal. Ils n'ont pas mis plus d'effectifs qu'avant, alors qu'aujourd'hui, il y a un contrôle du pass sanitaire. Et donc, par exemple, dans l'entrée qui me concerne, moi, je suis en G, je suis abonné en G. Là où avant, on était fouillé par 8 personnes, on est fouillé par 5 personnes parce que les autres font du contrôle de passe sanitaire. Et en plus, ils font ça va très vite parce que tu scannes un code avec un téléphone, donc ils ne font quasiment rien. C'est-à-dire qu'ils appuient sur leur téléphone toutes les 30 secondes. Et pendant ce temps-là, tu as des mecs qui suent à grosses gouttes et qui n'arrivent pas à gérer le flux de supporters. Donc, deux solutions. Hein. Soit on met moins de mecs au contrôle du pass sanitaire, soit on embauche des gars pour faire la fouille. Mais c'est anormal dans un stade aussi moderne où on nous a vanté la fluidité des entrées et des sorties. Alors, les sorties, il n'y a pas de problème, ça sort vite. Hein. Mais sur l'entrée, c'est anormal de mettre 20 à 25 minutes pour entrer dans le stade. Et ça pénalise tout le monde. Et ça fait plusieurs fois, si tu regardes le stade, que les débuts de match, le stade est loin d'être rempli parce qu'il y a beaucoup de monde dehors. Le message est passé, donc on le transmettra à Olivier Létang. Alors justement, est-ce que, Baptiste, tu as regardé l'interview d'Olivier Létang, tu nous as parlé de la pelouse tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses à noter sur cette interview? Oui, il y a vraiment beaucoup de rapports à donner, puisque c'était en fait un système de questions-réponses. Donc, chaque chroniqueur posait une question. Tu as 2 minutes, hein, pas plus. 2 minutes, pas plus. Alors, donc, du coup, déjà, on va parler du match de Chelsea. Lui, pense vraiment, il y croit, entre guillemets. Il a certes moins 50% de chance au niveau du LOSC, mais il est armé. Voilà, ils vont la jouer à fond. Il y a aussi eu le cas Gourvenec. Voilà, qui disait qu'il y avait eu un gros travail de très grande qualité de sa part et donc de la part aussi du staff. On parle d'Iconé, ça sera au cas par cas, voilà, au niveau des départs suivants. Donc après le match de Bordeaux, donc il reste Auxerre et Bordeaux et après on verra au cas par cas pour les départs. Il y a eu un petit coup, entre guillemets, je pense, pour Gérard Lopez, puisqu'il parlait voilà, en même temps que du travail de Gourvenec, il disait voilà, que les résultats des Girondins continuent, même après son départ, en parlant de Jocelyn Gourvenec. Donc je pense qu'il y a une petite dédicace à Gérard Lopez. Ça va être très sympa, hein, le match de la semaine prochaine en Gérard Lopez à côté d'Olivier Létang, si les deux sont là. Il va te paraphraser, Lopez est un connard. On reparlera la semaine prochaine du Gérard Lopez-Ico. Ça va être pas mal du tout. Et après, il y a eu une dernière question un peu tournée sur le ton humoristique, puisque un chroniqueur lui a demandé voilà, si un retour d'Eden Hazard était possible. Et donc, humoristiquement, Olivier Létang lui a répondu qu'il allait d'ailleurs le chercher tout de suite à l'aéroport de Madrid. Et donc, il a dit, voilà, il fermait la porte directement. Son salaire était beaucoup trop élevé. Donc, il fait taire toutes les discussions, entre guillemets, qu'on pouvait avoir sur leur retour de. On peut même pas parler de rumeurs sur ce sujet. Non, c'est des fantasmes. C'est du fantasme. Oui. Il est 21h18. On a été très bavard sur cette première partie d'émission. Je vous propose de passer à la deuxième, donc Ligue des Champions. Chelsea, le tiré à 2 boules. Avant, j'ai oublié de poser la question du jeu qui permettra à nos fidèles auditeurs de gagner une place en tribune active pour le match Lille-Lorient qui aura lieu au mois de janvier après la trêve. La question, vous connaissez le principe,
une question. Le premier qui répond remporte le lot. Alors, la question a un rapport avec notre adversaire en Coupe de France, Auxerre. Je vous propose un retour en arrière, hein, un retour dans le passé, la saison 2000-2001, qui a permis au LOSC de terminer 3e du classement et de se qualifier pour la première fois en Ligue des Champions. Donc, vous voyez, on revient à l'actualité du moment. À la 31e journée, il y avait 34 journées à l'époque, le LOSC se déplace à Auxerre. Alors, la question, quel est le résultat du match et qui a marqué le ou les buts lillois? Allez-y, Google est votre ami. On suit les commentaires. Le premier qui répond remporte la place. Je vous propose donc maintenant d'enchaîner sur le tirage au sort. Donc, après un tirage au sort rocambolesque, le LOSC a réussi la performance de tomber par 2 fois sur le champion d'Europe en titre, l'épouvantail du groupe des deuxièmes, Chelsea, un adversaire qu'on connaît bien, qu'on a rencontré il y a 2 ans à l'occasion des poules de la Ligue des Champions, avec, pour rappel, 2 défaites, 2 buts à 1, donc que ce soit à domicile ou au stade de Chelsea, je suis en train de chercher Stamford Bridge. Comment avez-vous vécu ce tirage au sort? Êtes-vous déçu? Êtes-vous plutôt content? Qu'attendez-vous de ce 8e de finale? Georges? Voilà, Londres, c'est après, pas loin de Dunkerque. non, mais ça s'est éloigné depuis un certain temps. Hein. Faut un passeport. Enfin, c'est devenu hyper compliqué. On reviendra dans les coups de gueule sur les conditions du déplacement Ouais, après. voilà. Non, voilà, c'est bien. On apprend Chelsea, on se réveille, ça va, c'était qu'un cauchemar, et puis au réveil, pouf, c'est de nouveau Chelsea. Donc, mais en même temps, j'ai envie de me dire. Moi, Chelsea, on savait que statistiquement, il y avait de grosses probabilités quand même pour qu'on les chope, ne serait-ce que par l'absurdité de ce tirage, ce tirage organisé selon certains critères, quoi. Et donc, à partir de là, c'était une éventualité qui était plus que probable. Je me dis après coup que finalement, c'est peut-être le bon coup plutôt que de taper un club intermédiaire contre qui ça aurait été tout aussi compliqué. Là, pour le coup, il n'y a rien à perdre puisque les médias, dans leur globalité, nous voient éliminés. On n'a aucune chance, je pense, de battre Chelsea. Tout comme on n'avait aucune chance d'être champion de France l'année dernière, quoi. Donc, les spécialistes y causent et puis l'OSC qui va jouer, quoi. Voilà, et comme on avait beaucoup de chance de faire 0 point et de nuire au coefficient Voilà. des clubs français en C'est ça. UEFA. Julien, Chelsea, un gros morceau, 3e du championnat, 3e de son groupe, 2e de son groupe en Ligue des Champions derrière la Juventus. Alors derrière suite à un match nul finalement surprenant contre le Zénith de Saint-Pétersbourg, ma question c'est est-ce que le LOSC devrait être à son zénith pour battre Chelsea sur ces 2 rencontres? Ouais, il va falloir être va falloir être à son zénith juste pour enchaîner sur ce que disait Georges. Moi, j'aurais quand même voulu avoir un intermédiaire. Je pense vraiment que le Sporting ou Benfica, on pouvait faire quelque chose. Là, c'était pas un intermédiaire, c'était les petits, là. Ouais, j'avais très envie d'aller à Lisbonne parce que c'est des bringues de malades. Voilà. Et il y a l'ambiance dans les stades portugais, contrairement à Chelsea, parce que si on peut se rendre à Stamford Bridge, on sait qu'on va le faire hurler, ce stade, et qu'on ne les entendra pas. Donc, bon, c'est bien, on est fiers d'entendre que nous. Mais bon, quand à 2500, tu retournes un stade de 40 000 places, c'est qu'il y a quand même un problème d'ambiance chez le club que tu rencontres. Donc, très clairement, ouais, et en particulier le Benfica, d'ailleurs, parce que le Sporting, moi, je l'ai déjà fait avec le LOSC. Donc, ouais, j'avais envie de tirer le Benfica. Je pense que c'était gagnable. Et derrière, ça nous emmenait en quart de finale. Et là, l'histoire, elle est belle. Est-ce qu'on peut gagner de Chelsea? Oui, parce que ça reste du football. C'est 11 mecs contre 11 mecs. Il y a 2 fois 22 jambes sur le terrain. On n'a rien à perdre, donc ça nous met dans une posture psychologique qui est hyper favorable. On joue d'abord chez eux et on reçoit derrière. Donc même si on perd 1-0 sur la pelouse de Chelsea, on peut créer l'exploit à la maison dans un stade qui, je l'espère, sera plein. Mais quand on voit les prix qui sont sortis,
On va en parler. On a 2-3 coups de gueule sur ce match, dont notamment les tarifs du match retour qui viennent d'être publiés par le LOSC. Ok, donc autre motif d'espoir. On a une pelouse pourrite et ils n'ont pas l'habitude parce que les pelouses sont belles en Angleterre. Donc ça peut les déstabiliser au retour. Faut pas la changer. Autre argument, les tenants du titre de la Champions League, souvent ils se galèrent. Alors, hormis le Real de Zizou qui a enchaîné 3 fois de suite, c'est souvent compliqué après un titre parce que tu es moins motivé. Tu es allé chercher le Graal, donc refaire l'exploit, parce que Chelsea n'est pas forcément attendu comme vainqueur, c'est pas évident. Et puis le dernier, il est peut-être tactique, c'est de se dire que on a des équipes qui ont un bon bloc défensif, qui jouent plutôt en se projetant en contre-attaque. Et ça donne souvent des matchs un peu fermés. Moi, je crée un match fermé où les mecs se regardent un peu. Et ça, c'est des matchs qui se jouent sur des coups du sort. Et depuis quelques semaines en Champions League, je trouve que les coups du sort, ils nous sont plutôt favorables. L'arbitrage est meilleur. Alors, si ça veut sourire, si ça veut continuer, Inch'Allah, ça va marcher. Et puis, le dernier point, c'est que si Yilmaz redevient le Kral, et il lui manque que, je trouve que physiquement, il est bien en ce moment, il lui manque que la confiance. S'il retrouve la confiance, si on retrouve le Kral de la saison 20-21 avec le David de 21-22, moi, je pense qu'on peut battre Chelsea. J'ai oublié un dernier argument dans la litanie de Julien. Il y avait quand même. Litanie toi-même. Litanie. C'est le fait que le seul précédent, quasiment, je pense, qui est entre Gourvenec et Thomas Tuchel. Tuchel, c'est un PSG Guingamp, où le Guingamp jouait en Ligue 2 en Coupe de la Ligue, où forcément la qualif pour Guingamp était impossible, et ils étaient venus gagner au Parc. Donc la preuve que Gourvenec sait faire des trucs impossibles contre les équipes à Tuchel. Et je vous rappelle que Tuchel était l'entraîneur du PSG lors de leur cuisante défaite au stade Pierre-Mauroy, 5-1, donc à l'époque de Pépé et Bamba et Ikoné. Christophe, alors sans parler des conditions sanitaires, es-tu déçu de ce déplacement à Chelsea? On pensait passer février au soleil, on se retrouve dans un déplacement à Londres qu'on a déjà connu, mais un déplacement qui reste un bon souvenir pour ceux qui l'ont fait il y a 2 ans, parce qu'on avait été très bien accueillis par les Londoniens aux alentours du stade. Alors, très bien accueillis, très beau déplacement, très beau stade. Comme disait Julien, pas une grosse ambiance, mais dans notre tribune, c'était extraordinaire. On a vécu un moment sympa. Après, un petit peu déçu forcément, parce que j'aurais voulu éviter Chelsea, l'Ajax, tous ces clubs-là, voilà, et découvrir un autre endroit un petit peu, voilà, changer un petit peu. C'est comme Paris qui retire Manchester dans un des tirages. Je pense que tout le monde était un petit peu déçu, forcément. Revivre à chaque fois les mêmes affiches, c'est qu'on devient un gros club en fait. On retire encore Chelsea. Mais bon, pour revenir plus au match, moi je suis quand même très inquiet quand on voit l'effectif de ce club. Et puis ils finissent deuxième à la 94e minute. Il faut aussi l'avoir en tête. Ça se joue à vraiment pas grand-chose pour qu'on les évite. Tout ça, et à la 85e, ils marquent, ils sont premiers de leur groupe et voilà, et ça se tourne mal. Mais quand on voit par exemple les joueurs qui sont entrés, ils font juste rentrer des petits remplaçants, Ziyech, Harvets, enfin voilà. Et puis quand on voit le 11 de départ, c'est autre chose que nous, quoi. Voilà, donc je n'ai pas grand espoir. Alors par contre, comme disait également Julien, j'espère que le stade sera plein malgré les tarifs, parce qu'on réclamait une grosse affiche. C'est le tenant du titre, c'est une grosse affiche. Donc maintenant, à nous d'assurer. C'est bien de se plaindre, mais maintenant, il faut montrer que Lille, c'est pas qu'un club avec des gens qui viennent voir du foot. On est aussi des supporters et on va être derrière l'équipe. Voilà, c'est tout ce que je demande. Ouais. Baptiste, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur finalement ta réaction après ce double tirage contre Chelsea? Contre Chelsea, ça va être un match compliqué. Moi, je l'ai vécu un petit peu difficilement parce que, entre guillemets, on se tape le pire tirage. Le pire tirage d'un côté sportif et aussi le pire tirage d'un côté du déplacement. Parce que les conditions d'accès à l'Angleterre sont horribles. Je pense qu'on va peut-être pouvoir y revenir, mais c'est horrible. Il faut aller faire un test, il faut aller prendre un test là-bas. Enfin, c'est complètement dément. J'espère d'ailleurs que la situation sanitaire s'apaisera pour pouvoir aller se déplacer en nombre à Londres. Chelsea, c'est vrai que l'année dernière, ils sont champions de titre. Maintenant, ils bénéficient aussi d'une dynamique positive.
tous les joueurs sont entre guillemets à leur prime. Alors certes, hein, les joueurs de Chelsea sont et resteront meilleurs que ceux de Lille, mais Lille peut vraiment aller faire un coup là-bas à Londres. J'appelle qu'il y avait l'avantage du but à l'extérieur maintenant qui n'est plus. Donc ça peut permettre à Lille, qui a un avantage, c'est d'aller à Chelsea d'abord, donc d'aller pourquoi pas, on va se projeter peut-être faire un 0-0 et après, comme l'a dit Julien tout à l'heure, aller créer la surprise à la maison dans un stade qu'on espère plein. Et j'aimerais revenir d'ailleurs sur Georges qui avait parlé de Gourvenec contre Tourelle. Il y avait un journaliste de l'équipe, Damien Degore, qui disait d'ailleurs que Gourvenec a une grosse revanche à prendre contre Thomas Tourelle, puisque c'était un quart de finale, je crois, de Coupe de la Ligue, donc Gourvenec contre Thomas Tourelle, et bien Thomas Tourelle insultait en allemand le banc guingampais, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que la mère de Jocelyn Gourvenec est prof d'allemand, donc c'est pour ça qu'il l'a un peu en travers de la gorge. Et donc, ça va être vraiment une belle revanche pour Jocelyn Gourvenec qui va encore une fois éteindre Thomas Tourelle et son équipe londonienne. En général, les insultes en allemand, ça se fait entre couples dans un lit. Hein. Le stade sera plein. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que le stade sera plein, mais je vais dans le sens de ce que dit Christophe. Le sujet, c'est est-ce qu'il sera plein de footix qui portent le maillot du Real, le survêt de Chelsea et qui arriveront de Roubaix de Tourcoing, parce que souvent, c'est ça qui se passe sur ces matchs-là. C'est les mecs qu'on voit qu'à ce moment-là. Ou est-ce qu'ils seront pleins de supporters et que les mecs vont se réveiller? C'est ça le sujet. Mais le stade sera plein. Un Lille-Chelsea, le stade sera plein, évidemment qu'il sera plein. Alors, je vous propose de pousser 2 coups de gueule. Le premier sur le match aller, le premier sur le match retour. Le premier, donc, sur le match aller, ce sont les conditions d'entrée en Angleterre. Alors, c'est la première chose qu'on a vérifiée après avoir vu le tirage au sort, c'est est-ce qu'on pouvait aller en Angleterre, en sachant qu'il y a des mesures très restrictives sur le plan sanitaire, mais aussi administratives, qui sont prises en ce moment par les autorités britanniques. Alors, Baptiste, tu les citais, est-ce que tu veux nous les rappeler? Je vais les rappeler, je ne suis pas sûr de les avoir, hein, mais il me semble que normalement. Je compléterai s'il faut. Donc, passe sanitaire obligatoire Tout à fait. Donc en Angleterre. Il va y avoir un test PCR de moins de, donc pas antigénique, hein, PCR de moins de 48 heures négatif pour pouvoir aller sur le sol anglais. Et il me semble que la dernière mesure est de prendre un rendez-vous pour un test PCR en Angleterre, ce qui fait que ça ne sert strictement à rien puisque les Lillois resteront moins de 24 heures en Angleterre, donc ce qui n'a strictement rien à voir. J'espère que les conditions seront assez... Sauf, et là c'est un sujet qui fait beaucoup de discussions sur le net, c'est l'incidence de ce deuxième test à 48 heures. Parce que moi, sur ce que j'en lis, normalement, quand on rentre en Angleterre, on doit effectivement commander ce test et normalement, il faut rester isolé tant qu'on n'a pas les résultats. D'où l'intérêt de ce test à 48 heures. Ça veut dire que, grosso modo, il faut rester 48 heures dans le bus avant de pouvoir aller à Stamford Bridge. Ça peut être compliqué. Alors, c'est assez... Au niveau des toilettes, que ce sera compliqué. Oui, tout à fait. Et puis, il ne faut pas qu'il y en ait un qui l'attrape pendant ces 48 heures. Sinon, on est assez compliqué. Alors, moi, mon coup de gueule sur ce sujet, et je vous laisserai compléter après, c'est d'abord les conditions sanitaires, on n'y peut rien. Hein, c'est Covid, l'Angleterre est très touchée en ce moment. Ils font ce qu'ils peuvent pour effectivement se protéger. Ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui me gêne un peu le plus là-dedans, c'est que finalement, il y a toujours une différence entre le fait d'aller en Angleterre ou de venir d'Angleterre en France. Quand les Anglais vont venir lors du prochain déplacement en France, il leur faut un test PCR de moins de 48 heures, un pass sanitaire, c'est tout, point barre. Il n'y a pas d'autres préconisations. Ce qui veut dire que si jamais ce fameux test à J+2 s'avère contraignant, on va se retrouver finalement avec une impossibilité pour les Français d'aller supporter son équipe à Londres, alors que les Londoniens pourront arriver tranquillement, venir remplir les tribunes de Pierre-Mauroy. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors, deuxième coup de gueule, c'est que l'Angleterre est également, il n'y a pas si longtemps, en Europe et qu'ils imposent depuis la fin du mois d'octobre le passeport plutôt que la carte nationale d'identité. Et que c'est vrai que pour un supporter qui n'a pas de passeport, pour aller à Londres, il faut prendre sa place, son bus, son test sanitaire et le coût d'un passeport, ça va faire un budget qui va être très important, qui va certainement empêcher les gens de pouvoir faire ce déplacement, si ce déplacement, bien sûr, est autorisé par les autorités anglaises et françaises.
Un budget de 300 euros. J'ai lu ça sur Twitter, les gens qui faisaient le calcul de tous ces coûts pour ceux qui n'ont pas encore leur passeport. Tu étais sur un budget. Si on part sur un bus-place à 110 euros, ce qui avait été le cas il y a 2 ans du déplacement, tu es sur un budget à 250, 300 euros. Autant te dire que c'est injouable. Et on parlera après des places au match retour. Alors, le LOSC a contacté très vite les sections de supporters en nous envoyant un mail en disant qu'il se rapprochait tout de suite des autorités britanniques et du club de Chelsea pour voir quelles étaient les conditions finalement d'accès au déplacement pour les supporters lillois. Donc, bien sûr, on vous tiendra au courant ici sur les réseaux ou à travers les sections de supporters pour voir comment on pourra essayer d'organiser ce déplacement. Ce qui est certain, c'est que si vous avez envie d'avoir une chance de pouvoir y assister, vérifiez votre passeport, donc pas plus de 10 ans. Et si vous n'avez pas de passeport, faites la demande. Aujourd'hui, les délais sont d'à peu près 2 mois, 2 mois et demi. On a à peu près, c'est encore temps de le faire. Mais il ne faut pas en perdre. On a des filières de déplacement ici sur le Dunkerquois, je vais prendre par Zodiac, quoi. Oui, mais il faut savoir ramer. Voilà. Le riche. Deuxième coup de gueule, et on le partage également sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'internautes qui nous font cette remarque. On a eu cet après-midi le prix des places pour le match aller. Alors, je vais vous donner un exemple. Le prix en tribune active, donc tribune DVE, est de 50 euros. Alors, le prix facial avec 10% de... Pardon ? Au match retour. Oui, match retour, pardon. Le match retour. Donc 50 euros pour le prix à 100%, avec 10% de réduction, entre guillemets, seulement pour les abonnés. Aujourd'hui, un jeune de moins de 14 ans, s'il veut assister au match en tribune active, va devoir sortir 42,50 euros. Alors, certes, il faut rentabiliser ce huitième de finale, mais est-ce que ces prix ne vous paraissent pas un peu excessifs ? Qu'en pensez-vous ? Alors, Baptiste, je vois opiner du chef. Enfin, 42 balles, 50 pour assister à un match de Ligue des Champions, je ne sais pas du tout. Parce que c'est vrai qu'à Paris, je pense, par exemple, pour se donner à titre comparatif, que c'est à peu près dans les prix. Sauf que là, on est au Stade Pierre-Mauroy, c'est Lille, les prix sont très peu chers. Il faut le dire, hein, pour aller voir un match de Lille en temps normal, même voir un Lille-PSG, on met jamais plus de 30 euros, je pense, pour être dans le stade. Après, bien sûr, il y a les belles places, entre guillemets, mais pour intégrer le stade, ils font environ 30 euros. Moi, je pense à des enfants de 14 ans. Je pense que Julien, par exemple, pourra prendre la parole avec son fils, mais 42,50 € pour un enfant dans une tribune qui n'est même pas, je veux dire, exceptionnelle, qui a la base des tribunes, 42,50 €, ça fait très, très, très cher la place, d'autant plus que il est préconisé, je crois même que c'est obligatoire de venir accompagner pour les moins de 14 ans. Alors en plus, rajouter 42,50 €, ça fait donc 85 €, il me semble. 85 €, donc ça fait quand même cher le match de Ligue des Champions. Julien, tu veux réagir à ce coup de gueule ? C'est très complexe parce que cher, ça veut rien dire. Cher, ça veut dire c'est par rapport à ce qu'on gagne. Cher, c'est par rapport à ce que tu payes dans les autres stades. Par rapport aux autres stades, on est plutôt pas cher. Mais moi qui ai toujours défendu une vision populaire du football, évidemment que je trouve ça cher. Évidemment que je trouve ça cher et que je ne trouve pas ça normal parce que d'après les articles qu'on a lus cette semaine, le LOSC aura pris un total de 65 millions jusqu'à présent pour arriver en huitième de finale. Donc, si tu veux 65 millions et se dire, on va faire payer bien plus cher les gars, et en particulier en tribune active, tu vois, que ce soit cher en loge, ça ne me pose pas de problème. Même à la limite que ce soit cher sur mon abonnement, moi je suis en G, je suis excessivement bien placé. Si j'y vais avec mon fils, je vais payer 175 € pour nous deux. C'est quand même très, très, très cher. Mais c'est le prix d'un match de championnat au Parc des Princes, tu vois, 175 € sur des endroits équivalents, c'est peut-être même un peu plus cher. Donc, quand tu compares, c'est un sujet qui est vraiment difficile. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de nuances dans les prix. Et c'est que derrière les buts, on n'ait pas une politique facilitatrice et incitative pour que des gamins qui ont été fidèles toute l'année, qui sont là toute la saison, puissent venir. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est imaginer que le mec de 16 ans qui est dans la ferveur, qui chante tout le match en DVE, qui a un abonnement qui n'est pas très cher, parce que les abonnements ne sont pas chers derrière les buts à l'année, vraiment. Et là, on peut féliciter le club pour ça. Bah, que peut-être les 42,50, ils ne puissent pas les mettre. Alors, heureusement, il y a Noël, il peut demander de l'argent, mais enfin, voilà, quoi, tu vois, c'est cet argent-là qu'il va mettre dans sa place. Et ça, je trouve ça dommage. Donc,
j'aurais aimé plus de, voilà, quelque chose de plus exponentiel, des places vraiment pas chères derrière les buts pour que le supporter dans ces tribunes qui se doivent d'être populaires puisse aller au stade. Et puis après, bah, si c'est un peu plus cher, c'est un peu plus cher, quoi. Mais bon, ça fait chier, ça fait chier. Moi, j'essaierai de faire la synthèse finalement, en me faisant l'avocat du diable, mais quand même avec un constat d'étonnement. L'avocat du diable, parce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de gens pour cette affiche qui ne viennent pas régulièrement au stade. Et à la limite, pourquoi pas, il y aura beaucoup de demandes, pourquoi pas avoir des prix élevés. Par contre, c'est vrai que pour remercier les supporters fidèles, et notamment ceux qui sont abonnés, une priorité de quelques jours ne me paraît pas suffisante, une remise de 10% non plus. Je pense qu'il aurait pu avoir un effort pour ces places réservées aux abonnés, avec un tarif qui soit à moins 30 ou moins 40% pour justement les remercier et ne pas se retrouver, notamment dans les tribunes où les places sont chères, avec des budgets qui soient extraordinairement élevés. C'est mon sentiment, hein, je vous le partage, mais je crois qu'il faut savoir parfois allier l'opportunité avec la fidélité. Et là, il y a eu l'opportunité pour le club de remplir son stade à des tarifs importants, et aussi une opportunité de remercier son fidèle public. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez pour en terminer là-dessus. Christophe D, tu n'as pas encore parlé sur le sujet. Non, moi, je n'ai pas parlé du tout parce que j'étais parti entre deux, mais voilà. Mais je dirais que les réservations n'ont pas encore commencé, ce n'est pas la peine d'aller faire la queue au guichet. Hein. Non, je dis au prix des places, peut-être que pour faire une tombola, et puis le gars qui gagne, il gagne une pelouse. C'est une idée. Enfin, tu vois, ça peut être l'idée pour refaire la pelouse. Non, mais blague à part, je pense que ce que dit Julien, ça c'est vrai. Je pense qu'il faudrait la vision exponentielle, c'est pas mal, quoi. C'est qu'on réserve des places. Par exemple, si on prend les places qui sont dans les tribunes actives ou les tribunes populaires, on les met x2 et on s'arrête à x2. Et après, le reste, on y va, on met plus cher. Et comme tu disais, c'est un match de gala. Le peu que Lille fasse un bon résultat au match aller, ça va être normalement la folie au stade. Donc les gens, ils arrivent là, ils savent qu'ils viennent pour un moment exceptionnel et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pensez aux gens qui sont là souvent et dire, bah voilà, on va juste vous faire x2 et on ne va pas aller plus loin que ça. C'était une bonne idée, je pense. Christophe C, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors juste à titre d'information, c'est de la pure fiction, hein, mais par exemple, on était interdit de déplacement au Paris Saint-Germain cette année, en tant que section de supporters. Toujours en fiction, si un supporter avait voulu aller voir le match à Paris, au Parc des Princes, dans une tribune type Borelli, il aurait dû débourser 150 €. C'est ça. Voilà. Confirme, mon fils qui est à Paris voulait y aller, c'était ce prix-là. Donc, voilà, donc c'était les tarifs pratiqués en Borelli. Borelli qui est une tribune sympa mais pas active, c'est à côté de la tribune Auteuil, entre Auteuil et la tribune de presse. On est plutôt bien passé à l'étage et voilà, mais c'est 150 €. Alors forcément, quand on veut pratiquer des tarifs comme cela, il faut avoir une équipe en adéquation. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Ils vont profiter de la grosse affiche. Alors peut-être que le club se dit que ce sera peut-être la dernière fois qu'ils pourront pratiquer des tarifs comme ça cette année. Alors est-ce qu'il faut y voir un message de défaitiste un petit peu? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et puis ils savent que les vrais fans comme nous, on y sera et ils jouent là-dessus. Donc moi, ce qui me gonfle, c'est que j'ai fait un peu le calcul. S'ils sont moins durs sur le prix des places, s'ils ne sont pas si chers, allez, ça va se jouer à… Ils perdent 500 000 balles. Tu vois? Avec des tarifs attractifs, c'est 500 000 balles de moins pour eux. Ils ont déjà pris 65 millions, on ne s'attendait pas à ces montants, etc. Est-ce que, alors même si on connaît la situation financière du club, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas les lâcher, ces 500 000 balles, pour avoir, encore une fois, ce public et fidèle et populaire qui vient? Parce que là, on voit bien que on est en train de poser la question globale du football populaire qu'on est en train d'assassiner. On l'assassine quand on joue le dimanche à 13h parce que les mecs qui jouent au foot et qui sont fans de foot ne peuvent pas venir au match parce qu'eux-mêmes sont en train de jouer. On l'assassine quand on met des prix pareils. Le football au Parc des Princes, c'est un sport de supporters cadre sup et avec des gros salaires. Parce que comme tu dis, quand c'est 150 balles la place, quand tu y vas en famille, moi, voilà, je suis doc de Paris, je vis à Paris, je vois des parents qui vont avec leurs gamins au foot,
Je connais leurs revenus. C'est des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'oseille. Si tu ne gagnes pas beaucoup, beaucoup d'argent à Paris, tu ne vas pas au foot. Tu regardes la télé. Donc, ça pose la question plus globale d'un football populaire qui, à mon sens, est mort. Et en tout cas, dans notre club, c'est pas mieux qu'ailleurs. On voit bien qu'on profite de l'aubaine. C'est un huitième de finale. On n'en vivra peut-être pas avant un grand nombre d'années. Donc, on y va. On fait payer cher le supporter. Et ça, forcément, moi, je le regrette. Et je pense qu'un mix entre l'exponentiel et la fidélité des abonnés, on arrivait à une solution qui était pas mal et qui était satisfaisante. Puisqu'en effet, les 15 000 qui viennent pas habituellement et qui vont remplir le stade pour atteindre les 50 000 places, qui payent cher. Ça, c'est pas grave. Ils viennent pas d'habitude. Mais pas nous, quoi, pas les abonnés. D'autant, je voudrais finir à ce propos et toujours pour rester dans l'Europe, en début de saison, vis-à-vis des abonnés, des fidèles, il y avait eu déjà un message qui était quand même un peu plus qu'ambigu contre Wolfsburg, parce que je me souviens, moi j'y avais été en dernière minute et j'avais payé ma place un tiers moins cher que ce qu'avaient payé les abonnés en prenant le pass. C'est-à-dire en moyenne, ils payaient 35 balles la place. Je l'ai eu à 20 balles parce qu'il fallait remplir le stade contre Wolfsburg. Et au final, bah, qui c'est qui s'est retrouvé? Grosjean, les abonnés, les gens qui ont pris la place à la première heure. Donc déjà là, à l'époque, il y avait quand même eu un truc que les abonnés avaient remarqué, avaient eu beaucoup de mal à digérer, ce que je peux comprendre. Donc c'est peut-être aussi le moment justement de rectifier un petit peu ce tir sur ce qui avait été fait à l'époque et qui était assez contre-productif, quoi. Alors, il y a plein de messages sur les réseaux sociaux, même si on est heureux de savoir que Julien connaît les revenus de tous les spectateurs du Parc des Princes, bien qu'il ne travaille pas, à ma connaissance, aux impôts, donc c'est un exploit. Pourquoi je connais tous les revenus? Je comprends pas. Non, je te dis que les mecs que je croise et qui y vont ont des très, très gros postes de cadre sup. Et donc, on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, donc sur le tirage au sort. Beaucoup, effectivement, regrettent Chelsea, qui considère comme un gros morceau et aurait préféré d'autres clubs peut-être un peu plus abordables. Sur le prix des places, alors, on a Anthony qui se pose la question, est-ce que les places seront toutes vendues à ce tarif? Gildas qui nous dit hors de prix, mais j'irai. Pas la télé à match pareil, c'est une fois par décennie et ça ne se rate pas. On a Olivier qui nous parle du déplacement à Chelsea, qui nous dit que c'est un très bon souvenir. Kevin qui nous dit que Chelsea sont normalement largement au-dessus, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc les mecs vont se bouger au maximum. Anthony, Chelsea est en ce moment en difficulté. Cette année, les buts à l'extérieur ne comptent pas double. Il nous précise d'ailleurs qu'il vient de Dunkerque. Donc, Georges, tu pourras peut-être covoiturer. Le bistrot sert aussi parfois à ça. Alors, le match a lieu en février. Donc, Kevin nous dit que pour le déplacement, ça peut changer les choses. Bien évidemment, les conditions sanitaires peuvent évoluer. Mais pour le match aussi, sportivement, les effectifs ne seront pas forcément les mêmes, notamment à Lille. Il y a le mercato qui va passer d'ici là. Et puis, je vous rappelle que l'état de forme aussi des équipes ne seront pas forcément les mêmes. Des clubs comme Chelsea sont vraiment programmés pour arriver au maximum de leur forme physique au printemps pour les tours éliminatoires de Ligue des Champions. Donc, on verra vraiment l'état de forme des uns et des autres. Donc voilà, beaucoup de réactions que je vous invite à lire. Il est déjà 21h47, on a largement débordé. Il nous reste encore une dernière partie à aborder, le match de Coupe de France. Donc un tirage au sort pas si favorable que ça, qui nous opposera donc samedi prochain à 18h30, si je ne dis pas de bêtises, au stade Pierre-Mauroy, en Coupe de France, à Auxerre. Auxerre, 3e de Ligue 2. À 2 points du leader Ajaccio, à 1 point du deuxième Toulouse. Donc les écarts sont très très faibles. Est-ce que c'est un bon tirage? Est-ce que vous voyez une qualification facile? Et la question, faut-il faire tourner en attendant la dernière échéance de championnat avant la trêve hivernale, le déplacement à Bordeaux pour le fameux, on l'a déjà évoqué, Gérard Lopez-Ico? Qui veut prendre la parole? Julien, je te vois sourire. Ouais, je veux bien commencer. Ma réponse, c'est de poser la question aux joueurs.
Et je pense que c'est ce que va faire Gourvenec parce que dans ce qu'on lit, il est beaucoup en dialogue avec les mecs, il les voit souvent en individuel, un peu comme ce que faisait Galtier l'an dernier. Donc simplement, demander l'avis aux joueurs. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as envie de jouer? Il y a des mecs qui se connaissent bien, ils savent qu'ils ont besoin de rythme, ils auront envie de jouer le match. D'autres qui n'auront pas envie. En tout cas, faut qu'il y ait des mecs qui ont envie. Et une année aussi spéciale que cette année, quand il y a un huitième de finale de Champions League, et vous ne m'entendrez pas souvent le dire, pour moi, la Coupe de France cette année n'est pas prioritaire. Et vous ne m'entendrez pas le dire parce que la Coupe de France, vous le savez, c'est le football universel, c'est le football populaire. Tous les clubs de France sont sur la même ligne de départ chaque année. Et pour le coup, en 2011, j'ai pleuré au Stade de France quand on a gagné la Coupe et j'ai pas pleuré au Parc des Princes quand on a gagné le championnat. Parce qu'il y a cette vision universelle et populaire du football, de la Coupe de France, moi, qui m'émeut énormément. Mais cette année, le réalisme me fait dire que on jouera avec les mecs qui ont envie de jouer. Donc s'il faut que ça tourne, ça tournera. On verra des jeunes. Mais moi, j'en fais pas forcément à titre perso une priorité. Georges, est-ce que c'est un bon tirage au cerf? Justement, avec cette équipe du LOSC, les matchs, je ne choisis pas jouer une équipe de Ligue 2 qui a faim, qui est en pleine bourse. Je les ai vus jouer contre Dunkerque. Bon, c'était que Dunkerque, mais ça a l'air assez costaud dans l'absolu, cette équipe auxerroise. Tu joues à la maison, ça reste une équipe de Ligue 2, ça reste malgré tout un tirage plus qu'abordable. Après, la question de faire tourner, je pense que plus encore cette année que les années d'avant, parce qu'on abordait un petit peu le choix de certains joueurs sur leur match. À mon avis, un samedi soir à 18h contre la JOCR, il y en a quelques-uns qui ne seraient pas gênants de mettre sur le banc. Et je pense aussi que c'est l'occasion pour certains joueurs, certaines doublures, de prendre un peu de temps de jeu, de prendre un peu de volume. Je pense à des mecs comme Yassidze, je pense au jeune Gomez qui a fait une super entrée contre Wolfsburg. C'est peut-être le moment quand même de mettre pas mal de monde sur le pont. Ouais. Alors, d'après la rumeur, il se murmure que Jean-Marc Furlan, donc l'entraîneur auxerrois, donc qui est très connu et qui est connu notamment pour ses nombreuses montées en Ligue 1, c'est un spécialiste avec Troyes et avec le Stade brestois. Donc Jean-Marc Furlan envisagerait lui aussi de faire tourner son effectif pour donner priorité au championnat où l'objectif est clairement la montée en Ligue 1 l'année prochaine. Alors Christophe C., comment tu sens ce match et comment tu penses qu'il faut le prendre? L'information que tu viens de donner est plutôt sympa parce que Auxerre, je les ai vus jouer une fois, un peu comme Georges, pas contre Dunkerque, mais voilà, ça joue bien au foot. Furlan, c'est un mec qui parle très bien de foot, qui pratique le foot plutôt sympa. Il a été nommé 2 fois meilleur entraîneur de Ligue 2 avec 3, je crois. Après, je suis confiant parce que j'ai regardé un petit peu l'effectif. Ils ont mis l'ancien gardien Charbonnier comme attaquant de pointe. Alors, je crois que ça ne marchera pas avec cette équipe, malheureusement pour eux. Non, mais j'espère que, comme le disait Julien, que la priorité sera donnée au championnat, qu'on se tire un petit peu de ce ventre mou et puis qu'on garde des forces pour Bordeaux. J'espère que nos remplaçants suffiront à battre cette équipe. Voilà, j'aimerais bien aussi qu'on fasse tourner un petit peu, effectivement, que la coupe ne soit pas forcément l'objectif de l'année. Et voilà. Donc après, c'est vrai que pour certains joueurs, ça reste certainement important d'avoir des matchs avec quelque chose derrière parce que ce ne sera pas facile d'avoir un titre en championnat, ce ne sera pas facile d'avoir un titre en Ligue des Champions, donc peut-être que ce serait une des possibilités cette année d'avoir une petite ligne de palmarès. Donc pour toi, plutôt priorité à la coupe, profitons de l'opportunité. Voilà. Baptiste, comment tu sens ce rendez-vous? Est-ce que c'est un rendez-vous qu'il faut jouer à fond ou est-ce qu'il faut l'utiliser comme un moyen de donner du temps de jeu à des joueurs qu'on ne voit pas souvent? Pour moi, ce match de Coupe de France, ça doit être une opportunité pour laisser faire jouer des jeunes. J'ai pas de nom en tête, mais par exemple, on avait dit André Gomez, pourquoi pas Liadji, il y a Yetichi aussi qui doit profiter aussi
de sa force. En pointe, il y a des joueurs vraiment qui vont être intéressants, je pense, à voir, même Dabila, pourquoi pas le refaire jouer, ça peut leur mettre des minutes en jeu. Cette année, Auxerre, c'est troisième, 3 défaites en Ligue 2, donc c'est quand même un adversaire solide, hein, c'est pas un clown, hein, et puis là, moi, faut jouer la Coupe de France, vraiment, parce que la Coupe de France, comme je l'ai dit, hein, enfin, comme je ne l'ai pas dit, mais comme je le pense, c'est le chemin le plus rapide vers l'Europe. Donc, on espère, pourquoi pas, aller le plus loin possible. C'est toujours sympa, un parcours en coupe. Et enfin, le dernier match qui opposait Auxerre au LOSC, c'était en 2013, le 29 octobre 2013 pour être précis. Et le LOSC avait perdu 1-0. Et c'était en Coupe de la Ligue. Voilà. Alors, on rappelle que dans le passé, Auxerre est une équipe qui n'a pas souvent réussi au LOSC, hein. C'est même un des seuls clubs français qui a éliminé Lille d'une compétition européenne. Alors, d'ailleurs, beaucoup de commentaires font référence au passé d'Auxerre. Anthony qui nous dit que Cocard et Bayrua, il va falloir se méfier. On nous demande si Fabien Cool sera dans les buts. Alors, je voulais rebondir là-dessus, gardien et attaquant. Charbonnier, donc, qui est l'attaquant d'Auxerre, qui est un très bon attaquant, qui était notamment passé par Brest et par Reims, et qui avait fait une saison à plus de 20 buts, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque où il était à Brest. Donc, a priori, il a 2 pieds, il n'a pas que des mains, entre guillemets. Mais il n'a pas joué à Montpellier aussi je n'ai pas l'info. Si, un peu. Alors, il a remplacé Giroud à Montpellier, il me semble. Je crois que c'est ça. Pour terminer ce tour de table, je vous propose de passer la parole à Christophe D, où on voit également que un de nos fidèles auditeurs salue ton t-shirt qu'il trouve énorme. Et je pense qu'il parle du motif, pas de la taille. Oui. Sinon, c'est le reste. Hein. Respect my authority. C'est Cartman. Ouais. Oui, donc par rapport à Auxerre, j'y connais rien. Je ne sais pas ce que ça ressemble au Super Stade. Je te remercie de ton intervention. Merci, bonsoir. Soyons clairs. Ils font d'excellents pinards. Hein. Je pense qu'il faut faire tourner, mais pas trop. Comme j'ai dit souvent, hein, c'est 4-5 joueurs. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut tourner le gardien? Moi, je pense qu'il faudrait que Jardim joue parce qu'il a plus joué depuis ses 2-3 premiers matchs de championnat. Donc je pense mais il n'est pas encore remis de son opération, je crois. Ah, bon, à ce moment-là, il n'est pas remis. C'est Jakubec qui, normalement, une fois qu'il aura récupéré du Covid, sera le deuxième gardien. Il y a le Covid aujourd'hui, Jakubec. Tout le monde n'a pas le Covid, ça va. On n'a pas les moyens. Mais Jakubec, Jakubek, il a le Covid. Le Covid, il est à l'isolement et c'est le seul joueur de l'effectif à avoir le Covid. Normalement, il revient pour le match d'Auxerre. Il sera titularisable. Mais effectivement, sur les 2 dernières rencontres, donc Wolfsburg et Lyon, c'était Rowe qui était les deuxièmes gardiens dans le groupe. Ouais. J'avais vu, mais sur le dernier match, je n'avais pas vu que c'était lui encore. Non, après, bon voilà, donc c'est une question qui se pose, mais donc là, c'est compliqué. Ça se complique avec le Covid, on peut très bien le vivre, hein, ça va, quoi. C'est bon, pas non plus, enfin... mais Diallo, il n'y a pas encore joué à ce poste. Hein. C'est vrai, Diallo dans les... C'est vrai que Diallo, il fait du taille 10 en gants, là, récemment. Non, mais pourquoi pas changer de gardien? C'est une question qui se pose. La charnière centrale, je ferais clairement souffler Fonte. Après, tu disais, on parle aux joueurs, mais je pense quand même que Fonte, il faut qu'il souffle un peu. Pourquoi pas faire un Dabila Botman? Voilà. C'est intéressant, on n'a jamais vu Diallo et Botman ensemble. Oui, ou Diallo. Ah, si, on les a vus, non? Une fois l'année passée. Non. Mais non, Diallo a fait Angers. Je me permets d'interrompre ces rumeurs fallacieuses sur d'avoir vu Diallo et Botman ensemble. Puis après qui en fait tourner? Nias, je ne sais pas ce qu'on en est par rapport à son contrat, ça a l'air compliqué. Donc, qui on fait jouer? Est-ce qu'on ferait jouer une fois le fameux Rocco Ascon? Est-ce qu'il ne pourrait pas jouer au moins un match? Ça fait 20 fois qu'il est sur une feuille de match. Est-ce qu'il ne peut pas jouer une fois un match ou au moins entrer en jeu? Enfin, voilà, les questions qu'on peut se poser sur... Au moins pour dire entrée de Rocco, quoi. Au moins qu'on l'entende une fois. C'est ça. Il y en a plusieurs joueurs comme ça qui sont apparus sur la feuille de match. Rocco Ascon, je crois que c'est le plus souvent, mais il y en a d'autres qui sont apparus 10-15 fois. Mais pourquoi on ne les verrait pas apparaître? Il y a Liadji aussi. Hein. Liadji réclamé par certains à corps et à cri sur Twitter. Mais Liadji, je pense qu'il faut qu'il joue ce match-là. Et Yazici, il faut qu'il joue aussi. Je pense que ces joueurs-là, il faut qu'ils jouent. Après,
comme je disais, il en faut 4-5, il faut choisir. Parce que si on change tout, on va arriver, genre de match que nous a déjà fait Galtier aussi, hein, j'en change 10 et c'est la merde. Et après, il fait, bon, vous avez compris, vous n'avez pas le niveau, allez hop. Donc, bon, ça c'est. Je pense qu'il faut 4-5, pas plus. Mais avec Jardim dans les buts. Parce Non, que tu mais te fais c'est pas un chambrer, choix, tu te fais chambrer dans les commentaires. Après, Jardim, je ne savais pas qu'il n'était pas établi. Moi, je cherche à Jardim. Non, mais voilà, je pensais qu'il était rétabli. Moi. Chouette. La balle perdue. Oh, Le mec, il a une cicatrice comme ça. je vous propose de terminer cette émission parce que là, je vous sens partir en sucette totalement. Donc, on n'a pas eu de résultats, de réponse au jeu. Donc, Bravo. alors, pourtant, je ne pensais pas que c'était si difficile que ça. Est-ce que quelqu'un parmi vous a la réponse? Rappelle-nous pas un la match question nul. surtout. Pardon? La question, c'était au Match match nul. Auxerre-Lille un partout, effectivement, en Un match nul, ouais. 2000-2001. Donc, c'était C'est plus le buteur. l'antépénultième journée du championnat qui a vu Lille arriver 3e et se qualifier pour la première fois pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Perlade. Un match Non. nul, un but partout. Il y J'ai avait pas le un buteur. buteur lillois. Quel est le nom du buteur lillois? Est-ce que vous le savez? Perlade. Non, c'est pas Perlade, c'est plus bas dans l'effectif. Ndiaye. Voilà, Ndiaye. Bah, écoute, Christophe, tu as gagné une place pour l'île Lorient. Oh. Donc, tu pourras bénéficier d'un Sylvain abonnement. Ndiaye. Sylvain Ndiaye, effectivement. Énorme. Déjà, j'avais le score au départ, quand même. Hein. Qui marque à la 23e minute et qui répond à un but d'entrée de jeu de notre ami, comment s'appelle-t-il? Oh, j'ai un trou de mémoire, je ne l'ai pas noté. L'attaquant qui passait à Marseille, un attaquant international français. Cissé, tout à fait. Voilà, merci. J'ai eu un trou de mémoire, je termine très très mal l'émission. Si tu avais dit un 10 jockey, on aurait tout de suite trouvé. Hein. Oui, mais moi, j'ai pas les références musicales, je suis un vieux. Voilà, nous avons fait le tour de l'actualité du LOSC cette semaine. Je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. On évoquera donc la Coupe de France et le dernier match de cette première partie de championnat. Je voulais remercier tous les internautes qui nous suivent régulièrement sur Facebook et sur YouTube. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques heures. N'hésitez pas à partager finalement les liens auprès de vos amis, de vos relations. Plus vous êtes nombreux, plus nous serons contents de pouvoir enrichir nos échanges. Je voulais remercier les piliers du bistrot présents ce soir, donc Christophe D, le regagnant du concours de cette semaine. Baptiste qui nous a rejoint un petit peu en retard mais qui nous a fait partager, il était en mission en fait, il devait suivre l'interview d'Olivier Létang. Merci à toi, bonne soirée à tous. Merci à Georges pour sa participation. Merci à toi, merci à tous. Merci à Julien des Dogs de Paris. Merci, on a bien rigolé. Et merci à Christophe Aulas, alias Christophe C. Christophe Aulas Lopez. Christophe Aulas Lopez, c'est vrai. Merci à tous, bonne soirée. À la fin de saison, il n'y aura pas assez de lettres pour pouvoir mettre sur sa vignette de Zoom. Alors, je vous souhaite à tous une excellente semaine de supporters du LOSC. Comme chaque semaine, le bistrot se terminera par allez, le LOSC. À bientôt. Allez. Au revoir. À bientôt. Bisous.